Et bonjour à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron en direct du pays des champions. Et oui, c'est pas le titre, il est pas de moi, hein, il est de notre chère Lara nationale. Je sais pas si on peut dire nationale ou traître de la nation, mais en tout cas, on est en Argentine et aujourd'hui on va faire un épisode. Alors déjà, ça va être l'épisode le plus proche de la diffusion parce que là, on est mardi 7 mars après-midi, sachant que nous en plus on a 4 heures de retard sur la France. Donc en France, je crois qu'il est 18h38 au moment où on enregistre. Et on va faire un épisode, alors c'est pas juste pour vous partager mes vacances au soleil, mais avec deux invités, en la personne de Florian, plus connu sous le nom de Chicken dans les groupes d'investisseurs. Florian qui est sur les routes depuis un bon petit moment, notamment grâce à son patrimoine immobilier. Et après, on va Lara, qui nous accueille gentiment dans son Airbnb, va nous parler en fait d'un peu toutes les péripéties qu'il y a eu depuis l'épisode qu'on avait enregistré tous les deux. Je pense que c'était c'était au printemps 2022. L'épisode, faudra que je retrouve, je le mettrai en description. C'était hyperinflation, expatriation et traverser l'Atlantique avec une mallette de $40 000. Je crois que c'était ça le nom de l'épisode. En tout cas, l'idée, c'est pas du tout que Lara, elle nous réexplique ce qu'on avait vu. On va juste faire un très petit résumé de où elle en était au moment du podcast, et puis comme ça après on va tout de suite enchaîner avec ce qui lui est arrivé depuis un an. Il y a eu des ventes qui ont sauté, il y a eu des travaux, il s'est passé pas mal de trucs, donc on va en parler ensemble. Donc là on est avec Florian. Salut Florian. Salut Thibaut. Et donc on a fait connaissance là pendant le voyage, on s'est rencontrés d'abord à Rio et puis là maintenant on est en Argentine. Et donc je voulais voir avec toi si tu peux te présenter rapidement, quel âge t'as, depuis combien de temps t'es en vadrouille, et puis ensuite on va voir comment t'as fait pour en arriver là. Yes, on va faire tout ça. Donc moi je m'appelle Florian, comme tu l'as si bien dit, alias Chicken pour les intimes. Visiblement, on n'a pas la raison exacte. Il y a plusieurs théories sur le sourd-droit. Je la raconterai pas aujourd'hui, mais visiblement j'ai plus de personnes qui me connaissent sous mon sobriquet que sous mon vrai nom. Et ça va très bien comme ça. J'ai 32 ans tout récemment parce que j'ai fêté mes 32 ans en Argentine. Chose que j'ai fêté contrairement au titre de champion du monde des Argentins que je n'ai pas fêté en Argentine. Et je suis parti le 3 décembre de Paris. Donc ouais, ça fait bientôt 100 jours, une centaine de jours que je suis sur le continent sud-américain. Sud-américain, voilà. Tu peux nous raconter, donc tu as commencé à investir quand ? On est à la base, moi je suis alsacien, toi t'es de pas très loin de là, d'une trentaine de kilomètres. Presque voisin. Donc voilà, un peu d'invités de l'Est, mine de rien, il n'y en a jamais assez, je trouve. On n'a pas le même accent, mais voilà, on est tout proche et au final on se rencontre à 12 000 kilomètres de chez nous. Quand est-ce que tu as commencé à investir, dans quelle situation t'étais à ce moment-là ? Ouais. Donc commencé d'investir fin 2018. J'ai commencé d'investir tout fin 2018, première mise en loc en 2019. J'étais employé de restauration en Suisse depuis plusieurs années déjà. Et puis de là, tu as continué. J'ai continué d'investir tranquillement jusqu'en 2020. J'ai signé un gros projet en 2020 et Covid oblige, nos métiers ont été durement touchés. Ah oui, la restauration, ouais. La restauration, hôtellerie de luxe, etc. Tout a été fermé. T'avais déjà les emprunts pour le gros projet ? J'avais déjà passé l'emprunt, ce qui a été une chance pour présenter le dossier. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter l'activité professionnelle de base en restauration à cause du Covid. Donc j'ai stoppé mon activité en 2020 pour me consacrer à l'immobilier, au projet et continuer de faire avancer les choses. Ok. Et t'as quoi comme type d'appartement ? C'est des appartements, des maisons, des immeubles ? J'ai un peu tout parce que j'ai choisi la diversification dès le départ. Le but c'était un peu de toucher à tout avant de se spécialiser sur un terrain en particulier. Donc j'ai commencé par de la maison individuelle, après j'ai de l'appartement en copropriété, dont je ne suis pas fan, mais comme tout bon investisseur, on n'aime pas la copro. Et après, j'ai de l'immeuble complet aussi, avec locaux commerciaux. J'ai jumelé meublés, nus, locaux commerciaux et tout ce qui s'ensuit. Et t'as des associés ou c'est en cours les associés ? J'ai déjà fait de l'association. Il y a 1 an et demi, j'ai commencé à m'associer. Donc il y a eu des créations de sociétés type SCI, SAS pour l'association. Ok. Et les projets, c'est des achats-reventes ou de la location ? Non, que de la location au niveau projet. Pour l'instant, pas de projet d'achat-revente
en cours ni. C'est ça, ni en quand on se démène. Quand on se démène, c'est comme quand on trouve la femme de sa vie. Hein. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est pas pour la garder qu'à quelques mois. Hein. Donc, ok, top. Et donc maintenant, tu peux en vivre ou c'est temporaire que tu vis du patrimoine? Moi, ça c'est temporaire. Je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Quand on fait que des opérations d'achat et de locatif, c'est plutôt compliqué d'en vivre tout de suite. Il faut savoir parce que tu fais pas de location courte durée. Hein. Ça, c'est un peu l'accélérateur. Je fais pas de location courte durée. Après, j'ai quand même de la location à haut rendement parce que j'ai plusieurs colocations. Okay. Et si on regarde bien les chiffres d'affaires des colocations par rapport à, en tout cas dans ma ville, par rapport à une location courte durée où on fait du 40 balles la nuit, 45 balles plus tous les frais annexes. Avec une coloc, on s'en sort tout aussi bien niveau chiffre annuel qu'avec de la courte durée. Voilà, je parle pas des cas où on fait des nuitées beaucoup plus chères dans des villes qui sont beaucoup plus attractives, on va dire, que la mienne, en tout cas. Donc, en rapport, j'ai quand même des rentabilités qui sont assez bonnes sur certaines de mes locs. Ok. Et comment tu gères ça là? Donc, t'es à 10 000 km de... Déjà, t'as pas de location courte durée, c'est ça qui est super chronophage. Est-ce que tu as eu des entrées-sorties là pendant ton voyage? Comment tu as géré un peu tout ça? Oui, j'ai préparé un peu ça à la va-vite parce que le voyage de décembre, le départ en décembre n'était pas du tout prévu. Donc ça a été prévu que quelques semaines à l'avance et j'ai mis pour la première fois quelques appartements en gérance. À savoir que les gérances ne sont pas... c'est un coût, c'est pas forcément donné. Je suis tombé sur une agence hyper compétente après avoir fait le tour de quelques agences qui m'ont pas du tout plu, où on m'a laissé dicter mes conditions. Donc j'ai mis que certaines choses en gérance par rapport au contrat qu'on me proposait avec la globalité. La plupart du temps, il faut savoir que les gérances, elles proposent des contrats globaux et pas non seulement de prendre les entrées, les sorties, les visites. Et là, je suis tombé sur une agence où la gestion locative, c'est annexe par rapport à leur activité principale et qui ont bien voulu me signer un contrat avec mes conditions, c'est-à-dire que tout l'administratif et toutes les choses que je peux faire à distance, je le garde. Et elle s'occupe uniquement des visites, des entrées, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Donc c'était plutôt une bonne chose et ça a réduit considérablement mes coûts aussi. Parce que sinon c'est à peu près 7%, enfin en tout cas ce qu'on dit c'est pas donné. Après voilà, c'est en gros tu perds un loyer annuel, tu perds un loyer, voilà, c'est un peu ça. Et puis j'ai la chance d'avoir des associés en or aussi. Je peux que les remercier là-dessus, qui ont pallié aux 4 entrées sorties que j'ai eues sur une des colocs étudiantes qu'on a sur Belfort. Donc qu'on fait le boulot de façon admirable et j'ai même eu l'impression de servir à plus grand chose dans la société. Donc voilà, c'est ça. Donc je peux les remercier. Voilà, heureusement qu'ils sont là parce que sinon j'aurais dû faire des allers-retours entre l'Amérique du Sud et la France. Voilà. Et ça, c'est pas le projet. Si c'est pour une coloc à 400 € la chambre, ça, c'est un peu dommage de... L'objectif, c'était aussi de tenir, justement, c'est la première fois que je voyage aussi longtemps avec le patrimoine. Parce que j'ai souvent refusé de voyager aussi longtemps et je pouvais pas, parce qu'au début, quand tu fais des affaires, tu t'as pas le temps de se quitter. Le départ, voilà, le départ est très important. 2018, 2019, 2020. Allez, on va dire jusqu'à 2021, ça fait vraiment un an et demi que je commence à être un peu plus à l'aise et plus tranquille. Et là, l'objectif, c'était aussi de tenir ces 4 mois de voyage sans être obligé de prendre un billet en urgence et de rentrer en France. C'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est ça, si les gens qui investissent pas, la plupart des raisons qu'ils vont te dire, c'est j'ai pas envie de m'emmerder avec les locataires. Sauf que, en tout cas de mon expérience, on va dire sur 4-5 ans, la gestion du locataire, c'est peut-être 20%. Le reste, c'est la banque, trouver le bien, le financement, les travaux, les artisans. En fait, les locataires, c'est le truc le moins galère, entre guillemets. Une fois qu'ils sont en place, que c'est des bons locataires et que c'est des personnes viables et des personnes autonomes, quelquefois, un locataire, ça me demande même absolument rien à faire par an, à part envoyer 2-3 documents ou répondre à 2-3 questions. Mais c'est quelque chose qui nécessite absolument pas de déplacement ou pas de temps. Oui, puis parfois, de toute façon, t'as pas la compétence. Donc moi, quand on visitait le Maracana, là, j'ai eu un message d'une locataire qui me disait qu'il y avait de l'air qui passait par les fenêtres. Donc, je savais pas trop quoi lui répondre. Mais visiblement, parce que les fenêtres, elles sont assez récentes, je lui dis, écoutez, j'ai regardé les petites réparations, c'est à la charge du locataire. Donc, de toute façon, moi, j'ai aucune compétence dans la gestion de changement de fenêtre ou quoi. Et puis, du coup, je sais pas, elle m'a pas répondu, quoi, quand je lui ai expliqué que c'était à sa charge et qu'elle pouvait me tenir au courant de ce qu'elle avait fait.
Et par contre, ce matin, je vais quand même, parce que voilà, nous on est dans le vrai, j'ai eu toujours le concierge de l'immeuble là, où j'en ai déjà parlé, j'ai ma locataire qui fout un peu le bordel. Et il m'a dit, il faut absolument faire quelque chose, tous les voisins en ont marre du bruit à n'importe quelle heure. Et en plus, elle est agressive. Mettez-la dehors avant qu'il y ait plus de problèmes. Voilà, donc ça m'est déjà arrivé aussi. Ça va. Et là, je vais un peu faire le radin parce que là, d'Argentine, un SMS, ça coûte à peu près 2 euros. Donc je vais attendre de rentrer en Europe. Et puis, je serai la voir et puis j'expliquerai. Voilà, on a déjà eu quelques discussions assez franches. Et puis, je vais tout faire pour qu'elle sorte. Mais comme on sait, en France, les locataires qui payent pas ou même qui ont pas de baux ou qui sont rentrés illégalement, ils peuvent rester. Donc je fais tout pour garder un bon contact avec elle quand même, et puis on va essayer de la faire sortir. Mais comme tu as dit, c'est des problèmes qui sont amenés à être à venir quand tu fais du locatif. Mais si tu regardes le rapport temps et problèmes passés avec tes locataires à l'année, oui, voilà. Il y a beaucoup de problèmes que tu peux résoudre sans te déplacer. Il y a beaucoup de problèmes que tu peux résoudre en envoyant un mail, un coup de téléphone ou en appelant. Là, si on m'appelle demain pour me dire qu'il y a une fuite quelque part, je suis pas plombier. Ouais, voilà, je vais appeler un de mes plombiers, je vais lui donner l'adresse, je vais le mettre en corrélation avec un ou une de mes locataires et le problème il va être résolu. Bien sûr. Voilà. Il y a pas de nécessairement 1 heure ou à 5 heures, ça change là. J'ai changé de mentalité énormément parce que je me déplaçais pour un rien avant et puis plus t'as de patrimoine, moins t'as de temps pour te déplacer de façon inutile. Donc voilà, ça apprend à gérer différemment les problèmes aussi. Exact. Voilà. Moi, tu vois, même cette locataire, c'est la plus problématique. Si elle m'a pris elle me paye 500 quelques euros de loyer. Si elle m'a pris 2 heures par mois depuis qu'elle est là. Donc 2 heures pour 500 euros, ça va. Pour l'instant, j'accepte encore ce taux horaire. Ok. Je voulais faire un petit point avec toi. Sur la Suisse peut-être, nous on est de l'Est, c'est une destination qui est assez connue. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu les avantages, les inconvénients de la Suisse? Bien sûr. Comment t'es arrivé là et puis voilà. Bien sûr. Nous on a la chance d'être une région frontalière comme on appelle ça, comme uniquement quelques départements en France. Il doit y avoir le 90, le 25, le 73, le 74, le 01, mais il n'y a pas beaucoup de départements frontaliers, donc là il y a un régime déjà assez spécifique entre ces départements et la Suisse, donc, qui nous permettent de travailler en Suisse et de rentrer chez nous tous les soirs. Donc c'est aussi géographiquement parlant que c'est avantageux. Et puis on va pas cacher qu'en Suisse il y a des salaires qui sont beaucoup plus importants qu'en France, donc d'où l'utilité de faire les allers-retours. Moi me concernant, j'habitais en Suisse quasiment 7 ans et demi. J'ai fait le choix, ça a été un choix parce que mon travail me prenait beaucoup de temps et les horaires étaient souvent très décalés par rapport à une vie normale. Donc on commençait tard mais on finissait tard aussi, donc je me voyais mal enquiller 1 heure ou 1 heure et demie de route pour rentrer jusqu'à chez moi. Donc c'était pas l'objectif. Puis c'est un coût aussi, mine de rien, la voiture. C'est un coût aussi, voilà. Je suis assez au fait de vouloir simplifier ma vie au max, donc je trouvais des logements le plus proche possible de mon lieu de travail, comme ça c'était un gain de temps aussi assez important. Là, tu vois toujours, moi dans les émissions d'immobilier, ça me fait toujours rire, c'est genre l'agent il dit en fait on est à 15 minutes là où vous avez prévu, mais il y a une terrasse, alors t'as les gars, on va pouvoir faire un barbecue, mais le barbecue tu vas en faire 5 par an à l'été, alors qu'aller au boulot tu vas tous les jours quoi. C'est exactement, c'est un peu comme les besoins primaires, en fait il faut mettre ce que t'as vraiment envie en premier et puis après ce qui est optionnel, ça vient derrière. Donc j'ai eu la chance de commencer de bosser tôt en Suisse. Après une petite expérience en France évidemment, parce qu'il faut quand même un salaire assez garni pour être accepté chez nos voisins helvètes. Et puis après ça a roulé tout seul. C'est comme dans l'immobilier, c'est une question de réseau. Comme je disais toujours, quand tu perds un boulot en Suisse et que tu gères sur ton travail, etc., en restauration, en hôtellerie, le lendemain, t'en as un. Déjà, ils ont très peu de chômage. Déjà, en France, je pense que si t'es bon, t'en trouves. Pas aux mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions salariales, mais t'en trouves à tous les coins de porte. Il suffisait de traverser la rue, paraît-il, donc pour en trouver, mais ça, c'est le cas. Et en Suisse, c'est un peu la même une fois que t'as ton réseau qui est fait. Et quand tu commences, combien tu peux espérer gagner à peu près en Suisse? Quand tu commences, au minima, tu peux être à 3000, 3005. À savoir que ça fonctionne encore pas mal au pourboire, etc., suivant les restos où tu vas travailler. Si tu t'approches du luxe, moi j'étais plutôt sur le luxe que sur des restos traditionnels. Donc c'était
c'était plutôt bien rémunéré au niveau pourboire. Et puis après, tu peux espérer, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 6 000 par mois. Ok, ouais, c'est voilà. quand même des payes. T'as fait des études ou... J'ai pas fait, j'ai un bac professionnel, moi. Ok. Je n'ai pas d'autres diplômes qu'un. Bac pro, tu Un gagnes bac pro. plus que. J'ai des ingénieurs locataires qui gagnent 1800 euros dans des grosses boîtes. Donc intéressant. Et de ces 3005, tu dois encore payer des choses ou comment ça se passe? Ouais, la vie en Suisse fait que. Enfin, je veux dire sécu, retraite, tout ça, des trucs qui sont Ouais. inclus dans les. Bah, dans les- le régime frontalier, j'y ai jamais été parce que j'ai toujours vécu sur le territoire suisse, donc je donnerai pas d'infos là-dessus. Malgré que je sais que tu dois payer l'URSSAF quand tu es frontalier, le fait de revenir tous les jours, etc. Nous, j'étais imposé en Suisse, Ok. donc un taux d'imposition qui était légèrement plus important que le taux d'imposition français, Plus important au moins. un petit peu plus important. Ah ouais, ok, Mais- quand même. Et tu as également ces fameuses assurances maladie à payer en Suisse qui Ok. sont. C'est pas du tout le même système de santé qu'en France. Donc Il y a c'est des un budget franchises, il y a des trucs. Exactement, tu as des franchises mini, après tu prends la couverture que tu veux, mais faut savoir que c'est un budget assez important tous les mois. Plusieurs centaines de francs en tout cas. Donc, mais bon, ça reste quand même voilà, intéressant. Une fois que sur 3005, il te reste 3000. Quoi. Une fois que tu as payé à peu près les. Oh, pas autant, mais tu as quand Ouais. même le loyer à payer, les loyers suisses. Oui, sont oui, pas- non, mais sont je veux pas- dire hors loyer et Oui, tout oui, ça. oui, hein. t'as- Juste t'as- la sécu. Quoi qu'il en soit, tu as un pouvoir d'achat qui est bien meilleur que Si t'es en France dans la restauration. que si tu étais en France. Et surtout, en vue d'investir, tu peux épargner beaucoup plus. Ouais. Donc forcément, ça compte sur un dossier que tu vas pouvoir présenter à une banque. C'est ça. C'est très important. Parce que même si le coût de la vie il est plus cher, mais si tu arrives à épargner 20% de ton salaire, bah, autant que ton salaire ce soit 5000 Tout à fait. 5000 euros que Ouais. 1000 euros. Quoi. Ok. Et pour te loger, combien ça coûtait? T'étais en coloc? J'ai pas jamais fait de coloc, mais je prenais toujours une chambre chez l'habitant. Donc c'est pareil, c'est des concessions. On m'a toujours dit t'as de la chance, etc. Mais il faut savoir que avec mon style de vie et mon mode de vie, par exemple, tu pouvais pas avoir une vie de couple ou trouver quelqu'un ou ce genre de choses. Je vivais chez l'habitant, donc ça me coûtait 400 ou 500 balles par mois. Donc oui, pour la Suisse, c'est vraiment pas très cher. J'ai choisi de vivre sur le territoire suisse, donc je rentrais pas beaucoup chez moi. C'était un travail où je pouvais commencer à 8h et finir à 3h du mat. Ouais. Donc je me suis donné la peine de me fabriquer cette situation financière-là et c'est pas forcément. J'ai bien gagné ma vie, mais c'est pas forcément un mode de vie qui aurait plu à tout le monde. Ah, bien sûr. Ouais. Si tu regardes, de toute façon, enfin, chez les investisseurs, alors après, il y en a qui vont me dire que c'est faux, mais jusqu'à 35, 36 ans, il y a. Après 40, c'est un peu différent, je trouve, mais il y a toujours un truc qui a fait que c'est soit les gens ils sont soit ils ont hérité et voilà, c'est très bien, ou ils ont eu des donations, soit très très rare, certains ils ont eu des entreprises qu'ils ont revendues et tout. Soit ils se sont expatriés, soit ils ont fait vraiment disette pendant longtemps. Souvent, c'est un peu un mix de tout ça. Ça a été en tout cas Il n'y a pas de facteur magique. voilà, de Globalement, vivre, 9 histoires sur 10, Voilà. il y a des concessions dans vivre 9 en dessous de histoires ses sur 10. moyens, c'est Ouais. quand même la base de la base, quoi. Donc, soit vous augmentez vos moyens, soit vous baissez. Ouais. Moi, je suis plus du principe à vouloir augmenter mes moyens parce Voilà. que j'aime pas vivre en dessous de mes moyens, mais Et puis, voilà. Faut se donner la peine de gagner plus. Si on a envie de plus, faut gagner plus et faut s'en donner la peine. Voilà. Ok. T'avais une petite histoire avec un courtier en travaux dont on a parlé avant-hier ou hier, Ouais. je sais plus. Tu peux nous raconter justement un peu parce que souvent on parle de délégués, souvent quand on enchaîne, t'as aussi enchaîné. Je pense depuis 2018, t'avais toujours des projets en cours, non, soit d'achat, Ouais, soit de chantier, soit de... ça fait une petite année qu'il n'y a plus rien qui est en cours. Ouais. Donc voilà, j'ai. Mais pendant 4 ans, Bien t'as enchaîné. été Ouais. l'enchaînement. Puis surtout quand c'est des immeubles ou des maisons, c'est Ouais. pas comme c'est des Des gros appartements chantiers. en Voilà. copro. Et donc t'as eu une histoire avec un courtier en travaux. Est-ce que tu peux nous raconter? Et puis Ouais. peut-être que ça permettra d'éclairer un peu les. Pour ceux Les qui se auditeurs. posent la question, il y a pas de. Je fais jamais de généralité dans tout ce que je dis. Donc s'il y a des courtiers en Sauf travaux sur les qui gars de vont l'Est, que écouter, c'est les meilleurs. Voilà. s'il y a des personnes enfin des courtiers en travaux qui vont écouter ton podcast, je leur crache pas dessus. Il y a des bons et des moins bons comme dans tous les métiers, tout simplement. Moi, j'ai pas eu la chance de tomber sur le meilleur et j'ai surtout fait confiance sur mes premiers chantiers à cette personne-là qui m'a fait perdre énormément d'argent. Je donne jamais de chiffres, mais j'ai dû sortir quasiment 50 000 euros de ma poche pour combler le déficit. Et
je veux pas passer une heure à critiquer cette personne. Il a fait son taf. Et je me critique plus moi et la leçon à c'était retenir quoi, juste de ça. le contexte, c'était un immeuble, c'est ça? C'était un immeuble avec plusieurs chantiers. Qui était loin de chez toi? J'habitais encore au-dessus de Lausanne, donc c'était à 4h30 de chez moi, aller 4h30 retour. On s'imagine qu'avec mon rythme de vie, faire 9 heures de route pour aller dire oui c'est bon, vous pouvez poser le placo ici ou peindre le mur là en bleu, c'est compliqué. Donc j'ai décidé malheureusement pour mon premier gros chantier de déléguer entièrement à une personne. Et en effet, ça s'est pas super bien passé parce que je suis d'accord pour qu'un courtier se rémunère parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Par contre, quand il y a 2 fois et demi, 3 fois le prix d'un devis normal et donc sûrement 2 fois et demi et 3 fois une rémunération plus importante pour le courtier, c'est moyennement logique. Et c'est un peu comme les conseillers en gestion de patrimoine. S'ils te disaient voilà, tu payes tant, c'est ça. Enfin, en fait, c'est ce qu'on aimerait. Les gens, ils veulent la clarté. Et puis maintenant, tu as des réglementations, notamment pour les produits bancaires, où on voit au moins, normalement... plus de clarté. Où les gens, ils gagnent. Mais c'est sûr que si le gars, il dit, ouais, je te prends 10% des travaux, tu dis, c'est juste, tu vois. Enfin, sauf qu'en fait, si les travaux, ils coûtent le double et que lui, il se met dans la poche la différence. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que je peux en retirer de cette histoire, c'est que prendre un courtier, il n'y a aucun problème. Mais de la transparence, tout le monde n'a pas le temps de gérer ses chantiers, ou surtout les compétences de gérer ses chantiers. Mais il faut apprendre. Et dans l'immobilier et dans une vie d'investisseur, si t'apprends pas, tu vas finir dans la merde, quelles que soient les situations. Donc il faut avoir énormément de compétences et entre autres aussi des compétences pour les travaux. On te demande pas de savoir tout faire. En tout cas, on te demande de comprendre ce qui va être fait et les technicités, etc. Et ça, tu peux apprendre aussi bien en allant sur le terrain qu'en demandant aux proches, à des parents, parce que généralement les parents ils sont magiques, il y en a plein qui savent faire un tas de choses, c'est à l'ancienne. On dit YouTube nous apprend ce que les parents nous ont pas appris. Donc eux ils le savaient. Mais vraiment prendre la peine, je sais que le pan des travaux ça fait peur aussi à beaucoup de personnes pour commencer d'investir. On te demande pas d'être un professionnel des travaux. Mais s'intéresser et savoir de quoi tu parles et si tu éviteras de te faire enfler. Et si t'es à refaire, genre comment t'aurais pu identifier, qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire par rapport à... Tout simplement, moi accorder ma confiance les yeux fermés et puis à cette époque-là, j'ai pas pris moi-même la peine de me former au niveau travaux, etc. et de me documenter. Et du coup, comme toute personne, tu pouvais me dire absolument n'importe quoi. S'il suffisait de bien savoir parler et de bien savoir m'embobiner. Et je disais, oui, je te fais confiance. Moi, je sais pas faire de toute façon. Donc, puis c'est après, en m'y mettant un peu sur d'autres chantiers, en commençant à faire les devis, des machins, tu vois qu'il y a des soucis, voilà. Et tu te dis, il y a un couac. En fait, ton problème, ça a été que ça a été ton premier gros chantier. C'est sûr que si t'avais un point de comparaison, moi ça m'arrive souvent quand je fais des travaux, je regarde d'autres travaux que j'ai fait précédemment et je compare et je regarde déjà parce que très souvent ça peut arriver que les artisans ils oublient des choses quoi. Donc toi si tu leur rappelles ça il manque ça, donc ça peut t'aider après et puis t'arrives à avoir un ordre d'idée. C'est sûr que quand on se lance dans... C'est pour ça, moi, je suis toujours... encore, toi, c'était de l'investissement, c'était un budget qui était conséquent, mais c'était pas le budget d'une vie. Alors que t'as des gens, en couple, ils achètent un corps de ferme ou un truc tout pourri, et puis ils se lancent là-dedans, ils ont aucune compétence, aucune connaissance, et puis ils se crament. C'est très bien de se lancer, et comme tout, toujours un minimum d'instruction et de connaissances. C'est ça. Avant de se lancer. Si tu mets une semaine à choisir tes vacances à la Grande Motte ou acheter une raquette de tennis ou un frigo, si tu dépenses 200 000 €, c'est peut-être pas mal d'y passer un temps qui soit en corrélation. Mais voilà, on a tous. Ça a été instructeur et maintenant je referai pas la même erreur. Et voilà. Je suis plus le conseil aussi, c'est de toujours être derrière les artisans que tu vas pouvoir choisir. C'est toujours des vérifications. Être derrière, ça veut pas dire être chiant, être désagréable, etc. Mais c'est toujours montrer ta présence, montrer que tu connais, et puis être là quand ça va, mais être là quand ça va pas non plus, et puis ne pas hésiter à recadrer tout ça. Ok, top. Tu peux nous parler peut-être juste de tes associations rapidement? Ouais. Comment t'as trouvé tes associés? Pourquoi t'as décidé de t'associer? Comment vous fonctionnez? Alors la décision de l'association, elle est super simple. Le fait d'avoir arrêté de bosser, et là c'est un peu à regret. C'est pareil, on apprend de ce qu'on a fait, etc. Donc je dirais pas que c'est une erreur parce que ça m'a permis de me former beaucoup mieux et d'être
hyper compétent dans plein de domaines. Par contre, le fait d'avoir arrêté de travailler aussitôt, ça m'a aussi freiné sur certains projets et j'ai pas pu signer certains projets. Donc, on le voit souvent, le premier objectif, c'est d'arrêter de bosser, etc. Pour moi, personnellement, un conseil, c'est de ne pas arrêter de travailler tout de suite et de se servir de ce levier-là pour faire encore plus. Bon, ça, c'est mon point de vue. Et là, je suis, par exemple, complètement bloqué pour le moment. Tout seul, quoi. Tout seul, en nom propre, en tout cas. Oui. On appelle ça du nom propre. Et il a fallu s'associer pour continuer d'investir. Quand on a l'âme d'un investisseur, on n'a pas envie d'avoir des années vacantes où on n'achète rien parce qu'on a l'impression de pinailler et on se fait chier. Et c'est une horreur. C'est une horreur. Et là, je me suis associé avec mon ex-petite amie et avec 2 personnes de ma famille. Ah ouais. Moi, la rupture était déjà faite. On était encore ensemble quand on s'est associés. Okay. On n'est plus ensemble maintenant. Ça se passe très bien pour tous les petits curieux, parce qu'il y en a plein qui me posent la question comment tu fais pour continuer de travailler avec. C'est une crème, donc voilà, tout se passe très bien. L'entente est cordiale et il y a absolument aucun souci là-dessus. Et aucun regret ni d'un côté comme de l'autre. Les affaires sont les affaires, le perso c'est le perso. Et en plus vous êtes 4, donc c'est ça. On est 4, on est 4 sur cette association-là. Donc voilà, l'association, j'étais un petit peu réticent, mais ça a été une partie de plaisir. Alors il y a eu des problèmes à soulever, il y a eu des problèmes à résoudre, mais le fait de jumeler des compétences que je n'ai pas, que les autres n'avaient pas, etc., et de pouvoir jumeler ça a été un régal, parce que c'est encore plus simple que d'investir tout seul. Et puis après, c'est bien. C'était des amis à toi, en fait, les 2 autres. Alors, c'est de ma famille. Ah ouais, de ta famille. Direct, donc c'est bien d'avoir moi, j'ai un associé, j'en parle souvent, et c'est trop bien. T'es tout le temps en contact avec lui, t'es en échange. Après, c'est vrai que parfois, t'as un peu des inefficiences, parce que tu dois expliquer les trucs 2 fois, on doit nous expliquer 2 fois. C'est exactement ce qui s'est passé là. On l'a pris en compte, chacun savait ce qu'il allait gérer. Il y a des personnes qui géraient mieux les travaux, qui sont manuels, etc. D'autres qui gèrent bien l'administratif. D'autres qui savaient absolument pas monter un dossier bancaire et présenter une affaire, enfin un vrai investissement, etc., parler des chiffres. Mais on est 4, donc chacun a ses tâches et c'est très complémentaire et très agréable. Super. Dernier point, tu peux nous parler un peu de ton voyage. T'as commencé où? Tu finis. En fait, t'auras fait un bon nord-sud du continent là. Ouais, j'ai commencé. Je suis parti le 3 décembre. Je suis retourné un petit peu aux États-Unis. T'avais travaillé là-bas, c'est ça, hein? J'avais bossé sur LA, pareil dans le domaine des boîtes de luxe. Ok. Et uniquement quelques mois. Et puis j'ai voulu retourner là-bas, revoir les copains. Et puis me rappeler du bon vieux temps, parce que ça faisait une paire d'années. Je me suis pas trop attardé aux États-Unis, c'était plus histoire de me rafraîchir la mémoire. Voilà. Puis les États-Unis, pour y avoir été récemment. L'argent, ils font comme des jeux soleil. C'était pas l'objectif du voyage, on va dire. L'objectif, c'était vraiment de découvrir l'Amérique du Sud. Premier objectif, c'était le Mexique, donc là, on reste en Amérique du Nord. Donc j'ai fait vraiment le Mexique du nord au sud. Ok. J'ai environ fait 1 mois par pays. Après, je suis parti en Colombie. Tu peux nous dire un spot que t'as bien aimé par pays, comme ça? Ouais, au Mexique, c'est pas le spot le plus touristique, mais c'est Tijuana. Okay. Clairement, de voir c'est la frontière, c'est ça. Pile à la frontière, t'es en bas, t'es au sud des États-Unis, t'as San Diego, tu fais 10 minutes à pied, tu bascules à Tijuana. De voir une différence aussi importante en l'espace de quelques mètres, c'est assez hallucinant. Et ensuite la Colombie. Donc là, on attaquait l'Amérique du Sud là, et là on est sur une autre planète. Et puis voilà, il y a eu des passages au Brésil, en Argentine. Ok. Et puis à l'Argentine, c'est un peu le coup de cœur. Chaque voyage, on a un endroit coup de cœur. Pour l'instant, c'est un peu un endroit. C'est vrai que là, on est à Buenos Aires. C'est vraiment moi, je dois le dire, c'est une des plus belles villes que. J'étais à Tokyo, j'étais à Sydney. Je fais un bon petit tour maintenant à New York, à LA. Après, c'est très dur de comparer. Et puis les villes européennes et tout, mais t'as des immeubles qui sont magnifiques, t'as des monuments partout. Les gens, ils sont hyper vivants. On va en parler après avec Lara, mais vu qu'il y a l'inflation, les gens ils claquent tout leur argent tout le temps. Voilà. Pour vous dire, dimanche soir, je voulais aller au resto à minuit. Il y avait 1 heure de queue dans les restos aux alentours. C'est hyper vivant. Enfin, en tout cas, on comprend bien pourquoi Lara a décidé de poser ses valises plus longtemps que prévu ici, quoi.
Ok, et là tu pars quand l'épisode sortira, tu seras en Patagonie ou dans l'avion ce sur serait, le décalage horaire. C'est ça, dans le sud. Pour finir. Et après, t'as décidé de rentrer. Écoute, ouais, je vais C'est rentrer. encore l'incertitude. C'est encore l'incertitude, voilà, je vais rentrer mi-avril sûrement, mais j'ai pas de date fixe. Ok. Voilà. Bah top. Est-ce que t'as un petit mot peut-être à dire à quelqu'un qui a pas encore dit mot, qui a envie de voyager? Ouais, T'étais déjà parti seul comme ça? alors j'étais déjà parti seul, mais la vie change tellement vite. Je suis parti seul avec mon meilleur ami en Australie. Ça a été mon premier énorme voyage, mon premier gros voyage, mais on était tout jeunes. Ouais. Donc qui dit jeunesse dit étudiant, donc moins de thunes, enfin même pas. En fait, c'est même pas moins, c'est pas. Et là, on grandit, on fait des études, on travaille, on fait des projets, peu importe. Et c'est une vie qui change. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas utopique, l'immobilier change la vie. C'est pas utopique non plus, c'est très compliqué. On ne devient pas millionnaire en 6 mois. C'est un travail et il faut se former sur un tas de choses, c'est-à-dire le côté législatif, le côté, on en a parlé des travaux, le côté relationnel et managérial avec ses locataires. C'est vraiment des compétences ultra variées et super intéressantes. Je remarque que beaucoup de personnes me sollicitent et beaucoup de personnes ont envie d'investir dans l'immobilier. Ça, c'est un discours que 9 personnes sur 10, si tu leur dis oui, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais je remarque aussi que malheureusement, il y a très peu de personnes qui franchissent le pas. Et ce que je peux dire, c'est qu'au lieu de râler comme notre bonne mentalité française une fois tous les 2 minutes, à un moment, il faut passer à l'action. Et puis voilà, pour changer sa vie, il faut s'en donner la peine. Donc au lieu de jouer 1 heure tous les soirs à la PlayStation ou de regarder TPMP, on ouvre un bouquin ou on écoute des podcasts ou on fait une petite formation et puis on commence comme tout le monde. Yes. Sans grand chose. Voilà. Faut commencer à un moment et puis on change sa pas vie, trop gros. Enfin, mon conseil, c'est pas trop gros au début et puis après on accélère. Voilà, beaucoup de gourmandise parce qu'on voit des choses aberrantes. Je citerai pas de nom sur YouTube, sur peu importe quel format de réseau. On voit des choses aberrantes. Faut pas hésiter à commencer. Je suis d'accord avec toi. Petit et après on a le temps de grandir de toute façon et il faut apprendre des gros pieds. Voilà, des énormes billets. Ok. C'est ça qu'on veut. Eh bah top, écoute, ça m'a fait super plaisir Florian. On enchaîne avec notre Lara nationale au micro. Voilà, donc on est dans son appartement, son Airbnb qu'elle a finalisé, pas encore loué. Donc on est les premiers premiers visiteurs, hein, on peut dire, du logement. Cobaye. Du coup, comment ça va? Très bien. Un plaisir de te retrouver. Voilà, 12 000 km plus tard et 12 mois. C'était tu te rappelles quand on a Je crois que c'est 12 mois. Ouais, c'était c'était en mars, quoi. Exact. En fait, je rentrais du Pérou et de souvenir, j'avais fait Pérou fin mars, je crois. Et moi, j'allais en février, mars. Du coup, j'avais l'accent de Toulouse parce que. Voilà, t'avais l'accent de Toulouse. Ok, top. Écoute, ce que je voulais voir avec toi, c'était, donc tu peux vite fait te représenter peut-être, parce que j'ai eu bien sûr les auditeurs maintenant ils sont rajoutés par centaines de milliers, si ce n'est des millions. Donc tu peux faire un super rapide résumé de comment t'as ce bronzage au mois de mars. Ouais. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, du coup, Lara, j'ai 32 ans. Je crois que j'ai un petit peu perdu ma voix hier. Ah moi c'était la semaine dernière. Hein. Voilà, c'est le concert du lundi soir avec Thibaut. Et donc en fait, aussi investisseuse immobilier. Pareil que Chicken, j'ai commencé fin 2018, première mise en loc début 2019. Voilà, donc du coup 5 appartements dans le sud de la France et moi j'habite en Amérique latine depuis presque 12 ans en fait, et donc installée à Buenos Aires maintenant, et j'ai acheté un petit appart juste après le podcast en fait l'année dernière. Voilà, le podcast il s'appelait Traverser, je crois que c'était l'Atlantique avec $40,000 en cash. Peut-être on peut revenir sur ce projet. Comment on passe $40,000 sans donner ça se dit pas, ok, dans les chaussettes, dans les cheveux. Non, peut-être tu peux nous raconter le notaire, comment ça se passe le notaire en cash quoi. Enfin, en fait, il faut savoir que tous les achats ici c'est en cash et c'est en dollars. Ouais, c'est en dollars. Déjà l'immobilier il est en dollars. Après tu paies comptant parce qu'en fait t'as pas de prêt IMO.
mais en fait comptant, mais aussi cash, genre les billets sur la table, tu vois. Et tu payes en dollars, et le plus gros billet, c'est $100. Donc déjà, ça fait un petit peu de masse, quoi. Et en fait, après, les ventes se font très rapidement. T'en parlais aussi avec d'autres invités qui ont investi à l'étranger. C'est pas 2-3 mois, et puis après, tu demandes ton prêt à la banque, etc. Vu qu'il n'y a pas de prêt, bah c'est bon, ça va super vite. Ouais, tous les papiers sont déjà il n'y a OK. pas de préemption là comme tu sais non, en non, Europe. non. Ouais, non plus. Donc en fait, t'achètes directement et en 2 semaines, 2 semaines et demie, c'est bon. T'as bon. ton appart, quoi. Voilà. Donc voilà, petit mail au notaire en disant voilà, je vais acheter ça, et puis il dit ok, je prépare les papiers, on se retrouve quand? Alors tu te retrouves dans un bureau où t'as un portique comme à l'aéroport et tout, tu vois, super sécurisé avec des coffres-forts et tout ça. Genre c'est plus sécurisé qu'une banque, et c'est là où t'apportes le cash, et t'as des petites machines là pour compter les billets. Ah ouais, pour compter. Espérons qu'il y en a des truqués qui volent les billets, hein, j'avais déjà vu, mais c'est pas le cas ici. Hein. Non, c'est pas le cas. Et voilà, en fait, moi ce que j'avais fait, j'avais 30 000, et enfin c'était 40 000 l'achat de l'appartement, et j'avais 30 000 et il manquait 10, et en fait il y avait un organisme une plateforme un peu comme du crowdfunding, tu vois, et d'investisseurs, et donc là j'empruntais à 10%. 10% en dollars, hein, 10% en dollars. 10% en dollars. En fait, j'ai fait sur 2 ans, donc ça fait un peu moins de $600 par an, 474 pour être exact, sur 2 ans. D'intérêt, ouais. C'est ça. En tout. La mensualité, en fait. La mensualité 474, pour compléter les 12 000 okay. qui font les 30%. Et en fait, c'est un organisme qui travaille tout le temps avec cette agence immobilière. Donc l'organisme, il fait que ça, il fait que des transactions immobilières avec cette agence. Donc et en fait, c'est toujours le même notaire, donc il les connaît, tu vois. Et donc on avait rendez-vous avec tous les gros billets, la petite mallette. On est arrivé, et avec la machine à billets et tout ça. Et là, le notaire, il sort une enveloppe, tu sais, les enveloppes craft là, un peu marron, où tu peux rentrer pas mal de trucs dedans. Ouais. Et là, il jette sur la table, il dit voilà, ça c'est vos 12 000 balles. et il a dit ouais, je suis passé les récupérer avant, parce que je les connais. J'étais là, putain, le mec il se balade avec 12 000 balles pour faire une transaction comme ça. Et après, tu mets un peu ce que tu veux dans l'acte notarié. Tu vois, il dit vous l'achetez combien? Ben 40. Et il dit vous voulez déclarer combien sur l'acte, tu vois, genre il certifie que le truc il certifie que c'est faux, tu vois, je sais pas, tu vois comment dire. Donc assez drôle. Et en fait le vendeur il voulait pas déclarer 40, il a dit ouais, on déclare 30. Et je dis mais ça me change quelque chose pour les impôts, les frais et tout? Non, rien. Il me dit vous acceptez? Bah ouais, c'est bon. Enfin moi si ça me change rien, mais ce que tu veux dans l'acte, hein, c'est toi le notaire, tu vois, c'est pas ma responsabilité, quoi. Et pareil sur les mètres carrés, c'est pas les mètres carrés qu'à l'appart, mais bon voilà, ça c'est une longue histoire, peut-être que. Parce qu'il y a des diagnostics, je me souviens plus, il y a pas de diagnostic comme un. Okay. Non. Et donc t'as mesuré l'appartement toi-même? Non, en fait t'as les plans de construction, quoi. Ok. Mais bon, ça c'est un. Après l'immeuble à donner, il a c'est quoi, des années 60, je crois. Je pense. Donc voilà, t'avais les plans qui sont pas au mètre carré près, quoi. C'est incroyable, parce que t'as des villes, enfin t'as des pays, en France on mesure tout, et t'as des pays où l'immobilier est encore beaucoup plus cher, et où il n'y a pas de loi Carrez, où il y en a, tu vois, les plans par exemple, on te vend, je sais même pas, je pense qu'en France c'est pareil, mais en gros on te vend des mètres carrés, mais c'est sans les... Après, quand tu mesures, tu sais, t'as les murs, les séparations, quoi. Et ça t'enlève vachement de mètres carrés, en fait. Ouais. Ça peut vite... Et donc, quand t'es dans des villes à 5, 7, 10, 15 000 euros le mètre carré, en fait, tu te rends compte que t'as acheté, je sais pas, 60 et il te reste que 55 au final. Ok, très intéressant. Donc, ouais, on en avait pas mal parlé dans l'épisode. Si je vous invite à vraiment le réécouter. L'inflation, mais c'est un truc de fou. Quand on a enregistré, parce que j'ai réécouté l'épisode, c'était $1 pour 200 pesos. Et là, on arrive à $1 pour 370 pesos, tu vois, en un an. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Alors, c'est mon expérience, là, ça fait 5 jours maintenant que je suis là. Il y a des trucs qui sont vraiment pas chers. Le taxi, c'est incroyable. Pour 20 minutes de taxi, ça coûte 2 €.
Après, il y a des trucs qui ont... Enfin, on a fait des super beaux endroits, super beaux restos, super... et donc le billet le plus gros, c'est 1000 pesos. Donc, équivalent. Ah ouais, même pas 3 euros. Voilà, quand vous avez un bon resto à, je sais pas, à 50 euros. Enfin, en gros, on se rend bien compte que, par exemple, si je dois faire un calcul complètement au hasard, avec $300, en euros, on pourrait avoir que 2 billets, un billet de 200 et un billet de 100. Ouais. Ou en dollars, ça ferait 3 billets. Et ici, ça fait 115 billets à peu près. Donc ça fait des liasses de gros billets. Ah, mais pour Monsieur Gros Billet, ça va bien. Pour Monsieur Gros Billet, moi je suis aux anges à voir tout ça. Mais parfois tu sors, forcément, on est en Argentine. Alors pour l'instant, je touche du bois, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu d'agression ou quoi. Mais bon, c'est quand même un pays dans lequel tu prends tes précautions. Donc tu sors avec une partie des billets que t'as sur toi et tu te dis c'est bon pour la soirée. Et puis en fait, Lara t'emmène dans un endroit extraordinaire. Sauf que tu te rends compte que ta liasse, elle suffit pas pour payer. Et en fait, tu peux pas payer avec ta carte bancaire parce que t'as un taux de change officiel qui est 2 fois moins avantageux. Donc, tu peux, mais ça te coûte le double du prix. Ouais. Donc voilà, heureusement. Ou avec le taux officieux, ça te coûte la moitié, tu vois. Ouais, ou le taux officieux, ça te coûte la moitié, c'est vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Mais c'est, en fait, ça, tu vois, comme ça change, là, c'est vrai que quand on avait enregistré l'épisode en France, je crois que c'était 4% d'inflation, ça commençait un peu à chauffer. Là, on est à 10, mais tu te rends compte que ça change presque tous les aspects de ta vie. Hier, par exemple, j'étais en Uruguay, et le taux de change, en fait, les bureaux de change, ils achètent 5 fois, enfin, la différence, si tu leur donnes des pesos, c'est 5 fois le taux de change dans un sens ou dans l'autre. Donc, si tu donnes l'équivalent de $100 en pesos, tu reçois $20 de monnaie uruguayenne. Donc, et c'est un vrai problème. Par exemple, dans le Airbnb, le mieux, c'est de ne pas accueillir trop d'Argentins parce qu'eux, ils vont te payer en pesos, quoi. Et en fait, les pesos d'aujourd'hui, ils valent... demain, ils valent la moitié de... Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pas mis de bidet. C'est pour enlever le les bidets, ouais. J'ai mis la petite bouchette, là, mais j'ai pas mis le bidet. Donc, Les bidets, ouais. Parce que je suis arrivé au Brésil, et je citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Il y a un auditeur, il m'écrit, j'étais éclaté, parce qu'il y a le décalage et tout, il me dit... Ouais, tu peux faire couler de l'eau. Apparemment, dans l'hémisphère sud, il y a... tu sais, le tourbillon est dans l'autre sens. C'est dans les Simpsons. Alors, je lui ai fait une démo dans le bidet de l'hôtel tout miteux où j'ai passé la première nuit. Okay. Je crois que c'est pas vrai. Donc, voilà. Donc, c'était dans le sens... je pourrais plus dire. Parce que c'était léger, le tourbillon que j'ai réussi à former dans ce bidet. Ok, donc ça, on a vu. Peut-être tu peux nous raconter les travaux, comment ça s'est passé. L'appart que tu as acheté, il était éclaté, il y avait tout à refaire. Non, franchement, ça allait. Ah ouais. Le truc, c'est que c'était un cabinet d'avocats. Ok. Il n'y avait pas de cuisine. D'accord. Je vais peut-être revenir sur ça, sur l'origine. En fait... le constructeur de l'immeuble, il avait 2 apparts, le mien et celui d'à côté. Et en fait, souvent, voilà, quand t'es constructeur, tu te gardes une partie de l'immeuble, quoi, pour toi, ta famille, etc. Et en fait, il s'est dit qu'il allait agrandir la chambre. Ça, c'était il y a des années. S'il faut, on n'était même pas nés, tu vois. Et il allait agrandir la chambre, genre de son T3 d'à côté. Du coup, il a bouffé ma cuisine. Ah, ok. Et après, il a remis un mur comme ça. Ouais. Une cloison propre. Et il a vendu l'appart, sans cuisine. D'accord. Et en fait, c'est un avocat qui l'a acheté il y a 30 ans. Et en fait, ça le gênait pas parce que c'est là où il recevait du public. Donc, il avait mis un petit mini-bar là dans les toilettes. Ça lui suffisait bien, enfin dans la salle de bain. Et voilà. Sauf que, voilà, moi je le voulais pour Airbnb, location moyenne durée ou courte durée. Donc clairement, il me fallait une cuisine. Et donc pour ça, en fait... Et puis j'ai changé toute la disposition aussi. Au début, en fait, c'était un T2. Il y avait une cloison. Et quand t'arrivais dans l'appartement, déjà, tu voyais un mur. Donc... Parce que si on peut expliquer... Ouais. Donc tu rentres, en fait, et t'arrives sur... Maintenant, il n'y a plus qu'une...
Vous pourrez aller sur l'annonce, on mettra l'annonce quand elle sera disponible. Mais en gros, ouais, il y a une pièce de vie. Ouais. Donc toi, t'as cassé le mur, donc maintenant ça fait une grande pièce avec 2 fenêtres sur la droite. Il y a plus de lumière qui rentre, du coup c'est plus lumineux. Donc toi, t'as cassé la cloison pour avoir cette grande pièce de vie. C'est ça. Et après, un espèce de comme un T1 bis, tu vois, avec un coin nuit. Et on récupère pas mal de lumière et aussi d'amplitude, quoi. T'arrives et tu tombes pas sur un mur. Tu vois. Du coup, ça fait quand même assez grand, ça fait 30 mètres carrés. Donc, ce qui est correct, quoi, pour un petit Airbnb. Et les travaux, ouais, alors en fait, je les ai financés sur fonds propres, hein, bien sûr. Et ce que j'ai fait, alors déjà il y avait un petit dégât des eaux qu'il fallait réparer avec le voisin, etc. Bon, ça a pris un peu de temps. J'ai enlevé le sol. Et puis après, donc j'ai pris 2 architectes femmes pour faire les plans, etc. Et en fait, moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était les évacuations, plomberie, électricité, tout ça. Je voulais qu'il y ait quelqu'un qui supervise. Enfin, j'y connais rien. Donc, voilà. Et comme c'était sur fonds propres, en fait, de l'heure de vie qui était à plus de 3 millions de pesos. 3 millions de pesos, j'aurais du mal à... Ça fait... À l'époque, ça faisait 13 000 balles. Ok. Et donc, voilà, ça fait quand même des gros billets. Parce que t'imagines, en billets de 1000... Ah oui, parce que c'était en coche. Ah ouais, c'est tout cash. Ouais. Ah ouais. Et du coup, de l'heure de vie, j'ai divisé en parties. T'imagines le truc, quoi. Ok. Et donc, j'ai divisé. J'ai dit, bon, bah, d'abord, je sais pas, il faut changer les fenêtres, mais il faut déjà les commander, donner la compte, etc. Donc, tout ça, tu divises et tu étales aussi dans le temps. Ouais. Donc, en fait, ça fait comme si j'avais payé en 7 mois, disons, le temps d'avoir l'argent. Et voilà, ça va, ça c'est. Mais elles ont supervisé le. Ouais, okay. Elles ont supervisé. L'appart est très beau. Moi, je crois que t'avais tout géré toi-même, mais ça n'enlèverait à ton mérite. C'est vrai que c'est super bien agencé et tout. On voit que. Ouais. Après, j'ai repris beaucoup de trucs de ce qu'elle faisait ou vu beaucoup d'erreurs et qu'elle l'avait pas vu. Donc. C'est pas que je me suis un peu embrouillée, mais je sais pas si je repasserai par elle. Enfin, en tout cas, là, le prochain appart que je vais acheter, je pense que je vais le faire complètement toute seule. Même, j'avais refait leur plan 3D, etc. Okay. Et je trouve qu'ils sont mieux. Mais ouais, là, après, je pense que ça sera pas rénovation totale comme j'ai fait là, parce que... Là, ça a quand même été un chantier de 9 mois. Ouais, 7-8 mois, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a tout le temps, et ça prend du temps, et le résultat est très très bon. Mais voilà, tu passes un an presque. Ouais, bah moi j'étais presque tous les week-ends là, pendant 7 mois, quoi. Okay. Par contre, l'appart, il est super super bien placé près de la Corrientes, c'est ça? Ouais, l'avenida Corrientes. La fameuse obélisque de la honte, je sais pas comment on peut dire, où ça a fêté pendant 3 jours notre défaite cinglante et... Mais voilà, en tout cas, je sais pas si en France il y aurait eu la même effervescence, parce qu'hier on a été à un concert et tout le monde a été en transe quand il y a eu la chanson. C'était quoi, Dale Campeón? Ouais, ça c'était, en fait, la chanson c'est Muchachos, donc qui a été bien chantée, en plus percu derrière et tout, c'était bien sympa. Et du coup, les gens ils en voulaient, quoi, tu vois. Ils continuaient, donc ils enchaînaient avec les autres chansons. Mais j'avoue, même moi, ça m'a. Quand tu vois la foule un peu transcendée comme ça, c'était comme à la belle époque où on n'avait pas encore été trop saoulés par la musique de la Casa de Papel. Là, les gens, ils étaient comme des fous en festival. Après, bon, tout le monde a abusé et surabusé du truc. Ok, donc Argentine, projet, continuer à investir en Argentine. Ouais, déjà. En fait, déjà, il y a pas de taxe foncière. Les charges de copro, bah voilà, ça dépend de ta copro, bien sûr. T'as des charges de copro qui peuvent être à 1000 balles ici, si t'as ta piscine privée, enfin voilà, parce que t'as aussi un standard très luxe en Argentine. Si tu prends une copro, on va dire normale, quoi, un ancien immeuble. Là, ce qui me coûte un peu plus cher, c'est qu'il y a 2 concierges qui se relaient. Donc voilà, ça c'est sécurité. Bon, ils font le ménage aussi, etc. Donc ça coûte un peu, mais finalement, voilà, je suis entre 30 et 40 euros par mois, ce qui n'est pas non plus énorme. Ah, bien sûr.
Et voilà, pas d'impôt. En fait, ton brut, c'est presque pareil que ton net, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Et t'as pas d'emprunt, donc c'est Voilà. très handicapant d'un côté, mais de l'autre, bon, ici, tu peux vivre avec très peu, donc épargner beaucoup. Voilà. Et en plus, après, ça fait plaisir, hein, quand tu tires sur l'argent, là, t'as 2 ans de crédit conso. Plus qu'un, du coup. Plus qu'un, ah ouais, sur ça. Et puis ensuite, ça te ferait un bon complément de revenu. Hein. Bah ouais, après, c'est à vie. Tu te dis, bon, c'est bon, pendant un an, tu fais un effort. Et puis après, hop, c'est à vie. C'est à vie. Et puis, la main-d'œuvre, elle coûte pas cher, quoi. Par contre, le gros avantage, c'est ça, c'est que. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, c'est les importations, c'est compliqué. Ouais, mais par contre, la main-d'œuvre, c'est super avantageux. Si vous allez en Argentine, vous voyez Lara, c'est des bonbons. C'est ça la monnaie d'échange. Donc, un peu de bonbons contre plusieurs nuits de Airbnb. Ouais. Voilà. C'est ça le deal. C'était pas gratuit, c'était pas gracieux. C'était du troc. Voilà. Et l'énergie, ça coûte pas trop cher, t'as dit, hein, parce que ici, voilà. forcément, là, on a la clim, il fait 30 degrés, hein, 30 degrés. Donc c'est top, quoi. C'est vrai que la femme de ménage pas trop cher, le concierge pas trop cher, les charges pas trop cher, les impôts il y en a pas. Voilà. Donc finalement, tu vois, en tout, pour les travaux, ça m'a coûté 13 000, en 12 000 et quelques, 12 500 je crois, en dollars. Donc ça doit être un tout petit peu moins en euros, je crois que l'euro est plus fort en ce moment. Après 3 000, on va dire, de meubles, aménagement. Après, moi, j'aime bien la déco. Je cherche toujours plein de petits trucs, des trucs faits maison, etc. Donc voilà, ça fait 15 et quelques, 15 500, je pense, en tout. Et après, voilà, pour Airbnb, peut-être entre 30 et 45 la nuit, on va dire, le temps de se faire un peu des étoiles. Et puis sinon, longue durée. Je crois les étoiles, vous en avez assez maintenant ici. Hein, c'est bon. Mais moi, je veux pas 3 étoiles. Hein. J'en veux minimum 5. Et du coup... j'ai vu ce que je disais. Et après, même si je le passe peut-être en moyenne durée, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, tu vois, c'est une ville très dynamique, comme tu disais. Les gens, ils aiment bien. Il y a beaucoup d'étudiants, donc beaucoup d'étudiants internationaux qui aiment bien s'installer et qui font des échanges pour 6 mois, 1 an ou quoi. Et là, peut louer peut-être, je sais pas, 260, 280. Mais, par mois. Ouais, par mois. Donc, en fait... Voilà, ça, enfin niveau renta, déjà ça serait de la renta nette, quoi, parce que le brut serait à peu près égal au net. Donc ça reste quand même correct. Même si je le passe pas en Airbnb, voilà, si je veux être un petit peu plus tranquille, ça serait encore correct. Donc l'idée c'est répéter ce même schéma je pense dans ce quartier. Puis ce qui est incroyable, c'est que, enfin, pour avoir été notamment à Budapest et dans pas mal d'autres villes maintenant européennes. L'immobilier il est partout hyper cher, quoi, alors que là t'as réussi alors bien sûr parce que, enfin, je veux dire, dans plein de villes européennes maintenant, même indépendamment du pouvoir d'achat des gens, l'immo il coûte dans les meilleurs quartiers 7-8 000 euros le mètre carré, alors que ici là on est vraiment hyper centre, tout proche de ce fameux obélisque là. Et c'est encore non, mais franchement on voit bien l'effervescence, ça fait super plaisir, mais et c'est encore payable même sans emprunt pour des personnes voilà, normales qui n'ont pas hérité, qui ont juste épargné de l'argent, mais pas pour les Argentins, parce voilà, que comme il n'y a pas de crédit et tout, il faut pouvoir, et que leur argent sortir. Que t'épargnes il ne sert à rien, parce qu'en fait un an après il vaut la moitié. Ouais, faut acheter des dollars, quoi, tous les mois. T'es limité à l'achat de $200 par mois. Et sinon, tu vas dans les fameuses grottes, quoi. Ouais. Mais les grottes, tu peux échanger des pesos contre des dollars ? Ouais, bien sûr. Ah, ok. Je pensais que c'était que dollars pesos. Non, ah, forcément. Non. Ouais, c'est dans l'autre sens aussi. Ok. Très intéressant. Je voulais voir avec toi, tu avais un projet en France de viager. Ouais. Qui visiblement a capoté. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Ouais. Le vendeur n'est pas mort entre-temps, c'est pas ça. Ça, c'est un peu une longue donc histoire. c'était un viager libre, mais avec un locataire, c'était ça, donc. Exact. Donc viager, en fait, très souvent, il y a les personnes âgées qui sont encore dedans, et elles restent jusqu'à ce qu'elles partent en EHPAD ou qu'elles décèdent. Ouais. Toi, c'était un viager libre, mais il y avait un locataire qui était aussi âgé, non ? Ouais. Qui était aussi âgé. C'est ça. Il avait genre 76 ans, un truc comme ça. Ok.
Et donc voilà, l'idée c'était de l'acheter. Tu pouvais faire une vente à terme, donc sans emprunt. Voilà. En fait, t'avais un bouquet, c'est-à-dire c'est comme un apport. Donc c'était dans les 20 000, donc ça qu'il fallait donner à la venderesse. Ouais. Ça c'était en France, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais oui, c'était en France. Ça c'était en France, dans le sud de la France, dans l'Aude. Et après, donc elle touchait un loyer de 600 et quelques euros. C'était un T3, un grand T3, presque 90 mètres carrés. Et en fait, donc moi je lui donnais un bouquet, les 20 000. Et après, c'était une vente à terme aussi. Ouais. Donc, il n'y avait pas d'aléa quand est-ce qu'elle décède, peu importe. Parce que de toute façon, si elle décède, je paie à ses héritiers. La rente pendant 15 ans. Donc, voilà. Tous les mois, je crois que la rente, elle était dans les 400 et quelques. Et moi, toi, tu touchais le loyer. Et moi, je touchais le loyer à 600. Il y avait quand même pas mal de charges sur cet immeuble. En gros, j'étais à l'autofinancement tout pile, quoi. Ouais. Tout pile. Voilà, donc en fait tu mettais les 20 000, après 15. Plus ou moins c'était zéro pendant 15 ans, après les loyers ils peuvent monter, baisser, le locataire il peut partir, ça. C'était 12 ans. 12 ans, ouais. Donc c'est vrai que quand on n'a plus accès au crédit, là on en parlait avec Florian tout à l'heure, si t'as 20 000 euros de côté, limite tu peux acheter un appartement comme ça, c'est un autre moyen de se financer, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Après parfois les annonces, si tu calcules ce que ça te fait, la rente et tout, ça te fait peut-être un peu plus cher, l'achat. Donc finalement, t'as zéro d'intérêt, mais tu paies peut-être un truc un peu plus cher. Après, si ça s'autofinance, toi, t'es pas sur place, et en fait, c'est ton locataire qui te paie un peu la rente, ça va, quoi. Ok, et donc malgré ça c'est des annonces qui sont assez rares à trouver. Hein. Ouais, il y en avait très peu. Et moi, je suis bien insistante, donc c'était passé. J'avais fait des visios, et puis après, pendant le séjour en France, là, on a enregistré le podcast. J'étais allée le voir, parce que moi, j'achète ou je fais toujours mes offres sans voir l'appartement. Donc là, j'avais vu, ça allait. Enfin, je trouvais que le business model était bon, donc c'était parti. Et en fait, au moment de faire les diagnostics, le géomètre, il a dit qu'il y avait une partie de l'appartement, de l'entrée, qui appartenait à la copropriété. Ok. Mais, et donc, tu vois, c'était genre l'entrée et les toilettes, là. Ils avaient été grattés sur le couloir, quoi, à un moment. Ouais, à un moment, la division, mais il y a 50 ans. Et en fait... Et donc, et tout le monde dit non, mais c'est le géomètre qui fait du zèle, etc. Et en fait, non, c'était vrai, c'était comme ça. Et moi, j'ai dit, j'achète, mais il faut régulariser tout ça, quoi. Et là, c'était 1 an et demi de galère. Alors déjà, il y avait le juste Covid. À cause de ça. Ouais, au début, c'était juste ça la galère. Il y avait le Covid, et en fait, ils n'avaient pas d'AG, c'est un peu des vieux et tout, ils n'avaient pas d'AG virtuel. Okay. Ils n'avaient jamais voté que, tu vois, une AG, ça peut être virtuel, etc. Donc, il fallait qu'ils se réunissent. Sauf que, en fait, les copropriétaires, ils n'avaient rien à foutre de se réunir, ils se réunissaient jamais. Donc, ça a déjà pris presque 1 an. Et ils devaient se réunir pour voter la régularisation. Okay. Et moi, c'était le transfert de la propriété pour un montant, je suppose. 1 euro symbolique. Ok. Voilà. Le truc, c'est qu'il y avait plusieurs étapes. Et c'était marqué dans la condition suspensive du compromis, où c'était une nouvelle création de lot. Et après, c'est ce lot, ce mini-lot de 8 mètres carrés, qui est... Après, il y a une cession vers la copro, donc pour 1 euro symbolique. Okay. Et après, il faut faire le modificatif de la copro, quoi, tout simplement. Parce qu'en plus, ça te change les millièmes et tout, des charges, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, t'as plus les mêmes tantièmes, donc du coup, tu paies plus la même chose. Après, c'était, dans les arguments, c'était favorable à la copro, en fait. Parce que du coup, j'aurais eu plus de tantièmes. Ensuite, on rétablit une situation de fait, quoi. Et puis voilà, moi, pour la revente, je me suis dit, je vends pas un problème. Ça, c'est la base. Quand on achète un truc, n'achetez pas des problèmes si vous pouvez pas les régler, parce que sinon, c'est ça.
Et j'ai dit, en plus, elle était tout le temps présidente, elle signait tous les PVAG. Je dis, bah c'est bon, elle a la venderesse. Donc je me suis dit, elle a les contacts, elle va le faire. Si elle y arrive pas, moi, et ça fait 30 ans qu'elle est propriétaire, elle les connaît tous, c'est un petit bled. Ah, c'est pas toi depuis Buenos Aires qui va régler ça. Donc j'ai dit, voilà, il faut d'abord le régler. Donc comme c'était en conditions suspensives, j'étais tranquille. Il y a eu finalement, après, je sais pas, 8 mois, il y a eu une première AG. Ils ont fait voter la cession, mais ils n'avaient pas fait la création de l'eau. Okay. Donc en fait, c'était pas conforme à ce qu'on avait marqué comme condition suspensive. Et c'était en 2 temps, ils n'ont pas fait les 2 temps. Donc, de nouveau 6 mois de plus. Voilà, ça a bien pris, je sais pas, cette vente, ça a pris 1 an et demi. Et donc tout allait se faire, au bout d'un moment ça a été réglé, voilà. ça Ouais, après ça a été réglé. Donc franchement... mon insistance a fait que je lui ai quand même réglé un problème, cette venderesse. Et puis il y a un autre copropriétaire aussi qui avait rien demandé, mais qui était dans le même cas. Ok. L'étage d'au-dessus, en fait, c'était découpé de la même manière. Et en fait, donc tout était bon. Après, je sais pas, plus d'1 an et demi, où toutes les semaines il y avait des choses qui se passaient. Donc j'ai passé énormément de temps sur ce dossier. Mais j'étais contente de pas passer par la banque, et en fait en mettant un bouquet je sais pas, entre 20 et 30 000, après dans 12 ans pouvoir le revendre 80-90 000, et je m'en suis pas occupée pendant 12 ans parce que voilà, il y avait déjà un locataire âgé dedans. Donc voilà, ça c'était mon plan, sauf que donc pile au moment de tout a été réglé, on allait signer, donc ça c'était vers Noël en plus. 2022. 2022, ouais, c'était il y a quelques mois. Ouais, c'était il y a 2 mois. Donc je devais finir l'année en beauté, et non. Je règle les questions d'assurance. On a une date de signature. Non, on avait une date de signature, et d'un coup ils disent, en fait c'est plus les mêmes noms de lot, c'est plus les mêmes numéros de lot. Ok. Donc il faut renvoyer en fait un courriel recommandé pour avoir les 10 jours de rétractation. Okay. Parce que sinon, on allait signer un acte, mais qui correspondait plus à la promesse. Voilà. Et il fallait acheter les mêmes numéros de lot. Tu vois, sinon, c'était pas possible. Donc ça, c'est ma notaire, ma super notaire, qui a dit non, impossible, il faut relancer et avoir ce délai de rétractation de 10 jours. Ce qui est pas mal, parce que du coup... Bon, c'est pas la première fois que j'entends une histoire de recompromis qui sauve la vie un peu. Oui, mais tellement. Et en fait, donc j'ai pris l'assurance, et là je me suis dit, il me faut une agence locative, que le locataire qui sait même pas que j'existe, parce qu'il va même pas être au courant de la vente, enfin voilà, c'est un petit vieux, qui puisse aller directement à l'agence immobilière s'il a un problème, et c'est l'agence qui me contacte, parce que je vais pas lui demander de m'envoyer un WhatsApp. Donc moi, je voulais juste qu'il ait un contact comme ça, et près de l'appartement, qui descende et qui voit s'il y a un problème, qui parle à quelqu'un, qu'il ait un référent, quoi. Donc j'appelle, on m'avait conseillé une agence, j'appelle, très bien, très bon service, etc. Et il y en avait une que j'avais pas réussi à avoir au téléphone, et qui m'a dit, rappelez-moi le lendemain. Et moi, j'avais déjà un peu booké avec la première, mais je me suis dit, je vais quand même rappeler, parce que j'ai dit que je rappelais, etc. Et donc, en rappelant... cette seconde agence, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Mais c'est quelle rue ?» etc. Donc, je lui explique, mais je dis c'est l'immeuble à l'angle et tout ça. Et elle me dit « Mais quoi, avec la porte nord ?» Je me dis « Oh putain !» Je me suis dit c'est un peu des boulets. Jamais je leur prête... je leur confie la gestion, quoi. Je me suis dit, ils arrivent déjà pas à trouver. Ils me disent « Non, parce qu'on est 3 à chercher sur Google Maps pour savoir exactement où c'est. » Donc, je me dis « D'accord. » Et là, elle me dit « Ah, si c'est cette porte, on prend pas la gestion. » Ok. Je dis « Vous pouvez m'en dire plus ?» Elle me dit « Non, moi je peux pas vous en dire plus, mais je vous passe le directeur d'agence. » Et là, le mec, il s'est lâché pendant 40 minutes. En fait, c'était un ancien copropriétaire. Le directeur de l'agence ? Ouais. Ah ouais. Ouais, Et en fait, il m'a dit qu'il y avait plein de gitans dans l'immeuble. Ça s'est fait un problème, mais en fait, c'était devenu... Il y a une grande partie de l'immeuble qui était devenue un camp de gitans. Il m'a dit, en fait, t'as la moitié des logements qui sont vacants parce que personne veut s'installer. L'autre moitié a été rachetée ou est louée par des gitans, mais du coup, il y avait genre des meubles dans les communs, tu vois. Enfin voilà, c'était compliqué. Il me dit, en fait, le seul appart qui a pas de problème,
c'est le vôtre avec le vieux, mais après, jamais tu le reloues. Si cette personne décède, tu le reloues pas. Et tu le revends pas. Non. Et tu le revends pas non plus. Juste à des gitans au prix cassé, quoi. Au prix cassé, voilà. Et en plus, il me dit... le cash. Là, t'aurais pu avoir un peu de cash. Ouais. C'est clair. Pour le réinvestir en Argentine. Et donc voilà, après l'immeuble dégradé, etc. Et il m'a dit, c'est simple, la mairie, elle a préempté un bien là dans cette copro à moins de 10 000 euros. Et je dis, ouais, un studio tout pété. Il me dit, non, comme votre appart, un T3 90 mètres carrés. Putain. Et je me dis, non, je vais pas le payer 80 000 ou 90 000. Ouais, enfin, à la base, c'était un bon plan, tu vois. Ouais. Et pour après. Préempter à 10 000. Préempter à 10 000. Non. Et en plus, j'avais regardé là sur le site du gouvernement, tu peux voir les ventes. Les préemptions ? Non. Les DVF là. Ouais, exactement, sur DVF. La base de données. Ouais, la base de données. Et donc les prix, ils étaient cohérents pour le secteur. Enfin, tout allait bien. Mais cette vente, elle y était pas encore parce que c'est publié, je sais pas, 6 mois ou un an après. Et quand moi j'avais regardé, il n'y avait pas eu cette vente. Et quand il m'a dit ça, j'ai regardé et là, elle apparaissait. Donc je me suis dit, c'est bon. Mission avortée, quoi. Ok, et donc t'as pu sortir. Et j'ai pu sortir. Sans pleurs de la vendeuse et tout ça, je suppose. Mais... Ah ouais, c'était. J'en ai pas dormi, quoi. Ça me faisait de la peine. Après, je me dis, mais en fait, elle me vend un truc aussi trop cher. Enfin, je me suis enlevé la faute, quoi. Donc, je sais pas, sûrement qu'elle était au courant, de toute façon. C'est un immeuble comme ça. Ouais. Donc voilà, comme on dit, emplacement dans l'IMO, souvent c'est la ville, le quartier, et souvent c'est l'immeuble et l'endroit dans l'immeuble qui joue beaucoup également. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, 1h05, voilà. Tu veux rajouter un petit mot de la fin ? Ben non, faire peut-être un coucou à toute la team qui était au Brésil. Voilà, ça m'a fait bien plaisir de vous connaître et puis j'espère au prochain passage en France vous revoir, quoi. Et nous, il n'est pas impossible qu'on retourne en Argentine, parce que c'est vrai que c'est un super beau pays. Enfin, en tout cas, nous, on a vu Buenos Aires maintenant. Et puis, ça a été un peu pareil, le voyage comme Florian décidé en dernière minute, mais on regrette pas. Et j'ai enregistré, je peux vous le dire d'avance, avec Nico de Pologne et aussi avec Florent de Guide du Squat, là, 2 épisodes sur nos galères et tout ça. Mais je voulais mettre un peu un épisode presque en direct, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai enregistré celui-là avec vous deux. Et j'avais j'avais fait une annonce sur le podcast précédent sur le week-end d'IMO du 18 au 20 août, que ce serait sûrement à Chamonix. J'ai pas rappelé mon associé, mais là il m'a confirmé qu'il avait réservé. Donc on a eu vous pouvez toujours laisser, si vous voulez, vos coordonnées sur le site clubamas.fr, lien dans la description. Et donc on a réservé, je pense, une vingtaine de places dans plusieurs chalets. Et on avait déjà une trentaine d'emails, donc si vous êtes intéressés, voilà, le mieux c'est quand même de laisser vos coordonnées, parce que là, peut-être les 30 emails, tout le monde viendra pas forcément, mais je vous donnerai plus de détails quand je serai de retour en Europe. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, et n'oubliez pas, passez en Argentine, si vous aimez les gros billets, c'est l'endroit rêvé. À très bientôt, bye bye.